Donc le sujet, c'est des applications à être plus libres sur Android. Ma démarche, en fait, c'était améliorer mon hygiène numérique, en fait, surtout. Donc, petite introduction, je suis Michael Abdenaker, je suis un indépendant qui vient de créer sa société qui s'appelle Rootcommit, ex-Bootlin. Et mon idée, c'est d'offrir essentiellement des cours sur Linux embarqué, en essayant de me différencier un peu sur ce qui se fait par ailleurs, donc avec une meilleure interactivité et puis une réflexion sur la façon d'enseigner et d'apprendre pour que ça soit plus efficace pour tout le monde et plus fun. Et bien sûr, depuis longtemps, je suis aussi un libriste convaincu et j'aime bien aller à ce type de conférence pour partager des choses avec vous et pour apprendre aussi. Donc le but de cette présentation, c'est typiquement... ça vient d'une frustration de la part de Google, hein, qui a utilisé des briques libres pour créer son système. Et puis malheureusement, il n'y a aucune promotion de la part de Google de ce qui est des briques libres. Justement, y a pas, quand vous cherchez sur le Google Store, par exemple, vous ne trouvez aucune information sur est-ce que cette application est libre ou pas. Rien du tout. Pourtant, c'est un critère pour moi de choix qui est primordial. Voilà. C'est dommage que Google ne profite pas de sa notoriété pour faire connaître le logiciel libre, mais bien sûr, vous savez quels sont leurs objectifs. Alors moi, je n'ai pas l'écran, donc je suis obligé de regarder comme ça. Si, je pourrais faire aussi sur mon téléphone. Non, c'est pas grave. Ouais, vous connaissez les objectifs de Google, hein, tout le monde les connaît. Donc pour moi, l'idée, c'était de faire une petite recherche personnelle pour améliorer mon hygiène numérique en utilisant plus de logiciels libres sur mon téléphone. Et donc, et aussi bien sûr de partager ça avec vous et d'apprendre, de faire un petit forum aussi, d'apprendre de vos meilleures pratiques de votre côté aussi pour qu'on continue à mettre en commun en fait ce qu'on apprend sur ce domaine. Donc la première chose que j'ai faite il y a 1 an à peu près, c'est d'acheter d'abord un Fairphone. Mon téléphone était en rade, donc j'ai pris un Fairphone. Fairphone 5 est très intéressant parce qu'il est pris en charge pendant 5 ans au niveau de garantie matérielle et 8 ans de mise à jour logicielle. Donc ça c'est génial au niveau durabilité. Fairphone c'est un super projet. Et en même temps, juste après, j'ai installé iOS de Murena, donc c'est un système Android à la Lineage, donc essentiellement à OSP, avec donc la partie open source d'Android et complètement dégooglisé. Donc ça c'est vraiment sympa, c'était l'idée aussi, c'est ne pas nourrir l'algorithme avec tout ce que je faisais sur mon téléphone. Donc il n'y a pas Google, donc ça vous force à utiliser des services différents. Par exemple sur mon téléphone, iOS, impossible d'installer Google Maps parce qu'il y a mais la plupart, les 99% des applications fonctionnent, sauf des applications très Google comme Google Maps qui marche juste pas, et donc ça m'a forcé à trouver autre chose aussi, donc c'est une bonne expérience. Côté Murena, qui est l'éditeur d'iOS, qui offre des services autour d'iOS, vous avez toute une offre en fait d'hébergement des données que vous hébergeriez dans le cloud de Google autrement. Donc vous avez vos contacts, vos photos, si vous voulez, moi je ne fais pas ça, mais vous pourriez les avoir dans leur cloud à eux. J'ai plus confiance à Gaël Duval qu'aux dirigeants de Google. Voilà. Vous pouvez donc bien sûr héberger vos propres données. Vous pouvez avoir votre propre cloud. Alors ce n'est pas tout à fait l'objectif de cette présentation, mais c'est bien. Avec des outils comme Nextcloud, vous pouvez effectivement héberger vos propres services et votre téléphone se connecte à ça et votre ordinateur aussi, etc. Donc ça c'est une bonne chose à faire pour être indépendant. L'objectif principal du Murena, c'est vraiment protéger votre vie privée. Donc c'est vraiment ce qui vient en premier. Donc il y a des choses comme, par exemple, des mécanismes pour bloquer tous les trackers qui seraient dans les applications. Enfin, vous pouvez les débloquer si vous avez un besoin particulier, mais ça ne m'est jamais arrivé. Vous pouvez par exemple avoir une géolocalisation qui est fictive. Vous pouvez le définir très facilement. Vous pouvez avoir une adresse IP factice aussi avec Tor, etc. Enfin, juste en cochant un truc. Donc c'est presque transparent. Et effectivement, le deuxième objectif, effectivement, c'est de populariser des applications open source, mais on voit que le plus gros, c'est quand même le côté vie privée. Et
il y a quelques applications comme ça qui ont été mises pour remplacer Google Maps, par exemple, mais qui, moi, je trouve, ne marchent pas spécialement. Donc, c'est comme le premier objectif, c'était la vie privée, mais c'est bien, bonne couche. Donc, je vais faire un petit point sur différents aspects de cette recherche, de cette quête. En premier, donc, on va parler des application stores. Donc, il faut que je fasse comme ça, je peux faire avec le clavier. Donc, je vais vous mettre un peu à collaboration. Qui sait ce que c'est, ça? Ouais. F-Droid, il est beau maintenant, hein, enfin, avant c'était assez moche, mais maintenant ouais, c'est F-Droid, bravo. Mais pourquoi c'est sélectionné? Et donc ça permet de trouver facilement des logiciels par catégorie, et en plus c'est super ergonomique maintenant. Donc c'est un catalogue de logiciels libres sur Android. Typiquement des trucs que vous ne trouverez pas sur Google Play parce que ça viole les licences d'utilisation de Google. Par exemple, il y a NewPipe qui est un client YouTube. Ce n'est pas exactement conforme aux conditions d'utilisation de YouTube. Donc vous avez des applications que vous ne trouverez pas sur Google Play. Et typiquement, pour installer F-Droid, vous prenez un APK, vous allez sur la page du projet, vous prenez un APK, donc c'est un paquet Android, vous l'installez, donc vous donnez une exception pour installer ce truc-là d'une source inconnue. Et après, vous avez ce nouveau magasin d'applications que vous pouvez utiliser pour installer des applications qui sont certifiées être libres. Alors, il y a certaines applications qui sont libres, mais qui font appel à des services propriétaires, donc des serveurs, par exemple, qui ne sont pas libres. Donc là, le F-Droid va vous prévenir. Il y a des anti-features qui pourraient ne pas vous plaire. Donc ça, il va vous prévenir. Celui-là, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? Ouais, c'est Aurora Store. Bien joué. Donc ça, c'est un autre magasin que moi j'avais utilisé à une époque quand je faisais des essais avec Lineage. Donc c'est un peu ce qui est la base de iOS. Donc c'est vraiment la partie communautaire qui fait tourner à AOSP sur des téléphones. Donc ça, vous pouvez le déployer si vous avez un téléphone sans Google, que vous avez monté vous-même en recompilant à AOSP ou en installant Lineage, vous pouvez utiliser ça. Ce qui est très très bien parce que vous pouvez télécharger des applications depuis Google Play sans être identifié chez Google. C'est quand même pas mal. C'est anonyme, il n'a pas besoin de savoir ce que vous installez. Sinon, il sait ce qui vous intéresse, quelles applications vous utilisez, enfin, c'est fou quoi. Celui-là, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est dans iOS, ouais, c'est ça, c'est l'App Launch d'iOS. Donc ça, on peut l'installer, je ne sais pas comment on peut l'installer séparément d'iOS, en tout cas c'est préinstallé quand on a iOS. Et ce que j'aime vraiment dans ce système, c'est que ça permet de trouver les applications qui sont dans le Play Store de Google. Mais ça permet aussi de trouver d'autres applications qui sont dans F-Droid, etc. Donc vous avez un ensemble, c'est toujours anonyme. Et surtout, ça va vous donner aussi la licence de chaque composant. Et donc il y a même une catégorie Top Open Source Apps, comme vous pouvez voir là-haut. On peut voir les applications open source. Donc si vous faites une recherche avec cet angle-là et vous ne voulez pas utiliser F-Droid, c'est une autre façon de faire. Ici, là, vous voyez. Il y a aussi un score de vie privée que j'ai pas fait de capture d'écran. Vous avez un score de vie privée pour chaque application. Donc il y a un système qui permet de détecter quand il y a un tracker qui essaie de se connecter à un service. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais de se connecter à un service sur le web et pour remonter des informations. Donc c'est des morceaux de logiciel, ce n'est pas des cookies ou des trucs comme ça, c'est des fonctions qui se connectent sur d'autres services sur Internet qui servent à traquer vos applications, votre utilisation. C'est pas toujours super stable. Des fois, en ce moment, en plus, ils ont eu des problèmes iOS avec leur infrastructure. Mais non, c'est sympa pour l'utilisateur standard qui n'est pas forcément informaticien, qui veut accéder à des applications tout en utilisant iOS. Ça, c'est pas mal. Alors, on va regarder les applications d'interface. Donc, je vais faire un peu des applications par type. Alors ça, je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître. Ça, c'est un peu la pub du produit. Alors, c'est un truc qui s'appelle Discrete Launcher. Je l'inclus parce que j'ai fait des demandes un peu à mes contacts. Qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous aimez? Et ça a été mentionné. Donc, c'est en fait un lanceur d'applications différent de l'application de base.
Donc ça vous permet par exemple de voir que vos applications préférées, vous pouvez enlever les noms, vous pouvez des applications, vous pouvez, il y a pas mal de choses qui sont disponibles, qui ne sont pas disponibles dans le fonctionnement standard en fait, du lanceur d'iOS, d'Android. Par exemple, accéder tout de suite aux propriétés, aux permissions d'une application depuis l'icône, des choses comme ça, c'est pratique. En fait, je ne l'utilise pas parce que, j'ai essayé ça et j'ai du mal à revenir maintenant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oui. Kiss Launcher? Oui, exactement, Kiss Launcher, bonne réponse. Ah, c'est génial. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas connecter mon téléphone. Je réessayerai tout à l'heure. Mais tu l'utilises aussi? Oui. Pareil, je ne peux pas revenir. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je ne suis pas très doué, je pense, parce que à force, j'ai fini par quand même avoir une centaine d'applications. Bon, j'essaie d'enlever celles que je n'utilise pas. Mais quand je cherche quelque chose, des fois, je ne reconnais pas l'icône et je passe mon temps à naviguer entre mes 3-4 écrans là, et trouver l'icône d'un truc dont je ne reconnais pas l'icône. Android, je ne reconnais pas toujours. Là, vous tapez en fait dans votre petit bouton de recherche, vous tapez les premières lettres du nom de votre application, vous l'avez tout de suite. Et donc en même pas de 2 secondes, vous avez lancé votre application, c'est super. Ça vous trouve vos contacts aussi, ça permet de rappeler des anciens numéros de téléphone, enfin, c'est super génial, super rapide, super efficace, c'est libérateur même, enfin, c'est une très bonne productivité. Le seul truc, c'est qu'il faut effectivement pas oublier le nom de ces applications. C'est juste le cas où, effectivement, des fois par nom, il le retrouve ou par type. Et puis vous avez même en bas, vous avez la possibilité de lancer directement, enfin un accès au réglage des paramètres de l'application, enfin du système. Donc la liste des applications, les préférences et tout ça, enfin c'est super pratique. Et vous avez aussi une liste effectivement de favoris que vous pouvez définir, qui seront toujours là sur la barre. Mais autrement, ça c'est une liste qui est générée automatiquement en fonction de votre activité. Donc ça j'aime bien. Ok. Côté sécurité, c'est difficile à deviner. Alors peut-être vous pouvez deviner, sachant qu'il il empêche de faire des captures d'écran. Non, c'est un gestionnaire de mots de passe. C'est Bitwarden. Donc j'ai dû prendre j'aurais pu l'autoriser à faire des captures d'écran, et j'ai pris un truc sur F-Droid ou sur Google Play, je ne sais plus, pour avoir une capture d'écran. Ça vous permet de gérer vos mots de passe, de les stocker une fois, de façon sécurisée, entre vos différents appareils. En ce qui me concerne, j'avais des mots de... Oups, mince. Ah, j'ai dû changer quelque chose et du coup, c'est un peu cassé. Pardon, c'est pas trop grave. Je corrigerai sur la version que je publierai. Ah si, peut-être. Oui, non, on ne voit pas. Il faut lire vite. Avant, oui, j'avais des mots de passe dans des fichiers sur mon PC qui étaient chiffrés avec GPG. Mais par contre, ce n'était pas très transportable, et puis d'une machine à une autre. Je finissais par déchiffrer le fichier, donc on pouvait voir le mot de passe sur l'écran. Je faisais un copier-coller et hop, c'était pas le mieux. Donc un truc que je fais, que j'ai adopté ce service. Donc c'est un service c'est un peu du free même. Donc c'est quand même un client libre, un serveur libre. Mais vous pouvez utiliser leur service d'hébergement de vos données chiffrées. Bon, le serveur ne voit jamais vos données chiffrées, il n'y a que les clients qui les déchiffrent. Et c'est une solution assez populaire, apparemment, qui l'utilise. Ouais, voilà. Mais par contre, vous pourriez héberger votre propre serveur Bitwarden si vous voulez. Et il y a aussi une solution, il vous propose aussi de générer des clés de FA, Two-Factor Authentication, directement dans l'application. Mais là, il faut prendre un abonnement qui correspond à 10 € par an. Moi, je préfère utiliser une application séparée. Je n'aime pas avoir identifié, reconnu dans les deux à la fois, parce que voilà, si on attaque l'un, l'autre aussi est disponible. Quoi dire aussi? Ça m'a permis aussi de travailler là-dessus, de découvrir en fait que j'utilisais en fait la capacité de copier mon mot de passe dans le tampon, dans le clipboard, et après de le copier dans l'application qui demandait le mot de passe. Et oups, finalement, je me suis, en réfléchissant et en lisant un peu, attention, le clipboard, le copier-coller est accessible par toutes les applications sur votre Android. Donc il faut bien régler Bitwarden pour qu'il efface le clipboard au bout de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Sinon,
sinon danger, parce que bah, voilà, d'autres personnes pourront consommer votre mot de passe. Après, il y a un autre système qui s'appelle input, je ne sais plus quoi, non, c'est quoi le nom déjà? Je l'ai marqué en bas, mais on peut aussi communiquer le mot de passe directement à des applications. C'est Autofill, ça s'appelle. Autofill permet d'avoir accès... Ah, j'aurais pu corriger ce truc-là, oui. D'avoir accès directement à Bitwarden de te transmettre, une application peut transmettre un mot de passe à une autre application sans passer par le tampon là, de copier-coller. Donc ça c'est pas mal, ça m'a bien changé ma façon de bien centraliser mes mots de passe et tout ça, je suis content. Oui, je peux les sauvegarder. À KeePassX, il y a aussi une application sur Android qui reprend les fichiers du coup KD, je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Ouais, donc il y a une application fausse aussi, open source, ouais. KeePassX pour ceux qui n'ont pas envie de migrer. D'accord. Comment ça s'appelle KeePassDX, d'accord. Merci. Je note, comme ça je peux alimenter KeePass. K2E passe V. Lui est complètement indépendant de... Voilà, de tout éditeur. Ouais. Bah, j'ai choisi d'essayer celui-là et ça me plaît bien, mais ça pourrait... C'est intéressant. Merci. Alors ça c'est un autre qui cache son écran. Bah, ça c'est pour les OTP. Quoi ah. Donc ouais, c'est FreeOTP, oui, c'est ça, c'est FreeOTP plus. Ça marche complètement, à chaque fois qu'on vous propose Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, ça marche aussi, c'est la même techno et n'utilisez pas les logiciels propriétaires, utilisez plutôt ça, ça marche bien. J'ai pas compris ce que c'est. Donc c'est quelque chose qui va, ça vous donne un code en fait de seconde authentification. Générateur de token. Ouais, un générateur de token quand vous identifiez par votre mot de passe, mais en plus, il faut que vous rentrez un code qui sera généré par cette application. Donc au début, quand vous mettez en place l'identification à 2 facteurs, vous scannez un QR code avec cette application qui est fournie par le site et ça donne une espèce de clé racine ou je sais pas quoi qui génère des codes qui sont valables sur une certaine durée et il sait reconnaître ces petits. Alors ça c'est beaucoup mieux que l'authentification par SMS. Parce que maintenant, on peut en fait faire ce qu'on appelle des SIM attaques, apparemment. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment mis en œuvre en France, on en parlait tout à l'heure, mais en tout cas aux États-Unis, ça existe pas mal apparemment. Donc, c'est la capacité de quelqu'un de se faire passer pour vous, de convaincre votre opérateur que vous avez changé de carte SIM, et donc de rediriger tous les appels, la connexion de votre téléphone sur un autre appareil qui avait une autre carte SIM. Donc, c'est super pernicieux parce que vous avez fait rien de mauvais en fait dans votre comportement, mais un pirate peut faire en sorte que tous les appels, y compris les SMS de confirmation de deuxième facteur d'authentification, soient envoyés sur son téléphone et pas sur le vôtre. Et vous finissez par vous rendre compte qu'il n'y a plus d'activité sur votre téléphone. Et là, c'est des fois trop tard. Donc à chaque fois, vous pouvez remplacer en fait les doubles authentifications par SMS par ce système-là. Allez-y. Ça, c'est bien. Oui. Est-ce que c'est la même application, enfin l'équivalent de Google Authenticator? Oui. D'accord. Chaque fois qu'on m'a suggéré d'utiliser Google ou Microsoft Authenticator, ça marche pareil. C'est la même RFC. D'accord. Oui. Ça se comporte comment si on change de téléphone? Alors, je sais qu'avec FreeOTP, tu peux sauver tes clés, enfin ce qui permet de générer les clés. Donc, c'est ce qu'il faut faire faut faire des sauvegardes. Il n'y a pas de sauvegarde. Et après, effectivement, quand tu t'abonnes quand tu configures ce mode de connexion, il te donne aussi la plupart des services te donnent des codes de secours qu'il faut garder aussi. Tu as une dizaine de codes de secours que tu pourras réutiliser si tu avais perdu ton générateur de clés, de tokens. KeePassDX l'intègre aussi. Ouais. Alors ça revient comme ton bio. Ouais, d'accord, ok. En fait, à avoir les OTP au même endroit que tes mots de passe. Mais, ouais, ok. Et voilà, KeePassDX le gère aussi, on peut avoir ses OTP directement au même endroit. Ouais, c'est pratique, j'imagine. Effectivement, comme ça, on centralise tout. Je fais 2 comptes. Pardon? Je peux faire 2 comptes, un pour garder les... Ouais, moi je préfère. Mais sur le... Ah oui, d'accord, avec le même outil, mais 2 comptes. Ah d'accord, c'est malin. Côté sécurité, pour compléter, on m'a aussi parlé de Privacy IDE. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de générer votre... Enfin, c'est le service de double authentification. Donc si vous voulez avoir sur votre entreprise
un système qui va gérer ça, en fait, hein, qui va demander aux utilisateurs d'identifier avec des tokens qui génèrent. C'est le serveur qui permet de mettre ça en place au niveau de votre entreprise. Et après aussi, vous avez un service pour, si vous avez une YubiKey NFC, depuis vos téléphones, on parle du téléphone ici, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour récupérer, pour générer un token à partir d'une clé hardware. Alors, un autre sujet qui est intéressant, c'est tout ce qui est montre de sport, connectée, etc. Et il y a un outil qui est super dont on m'a parlé, qui s'appelle Gadget Bridge, qui va récupérer donc les différentes infos de votre montre, par exemple, vous dire combien de temps vous avez passé à dormir, des choses comme ça, la fréquence cardiaque et tout, qui autrement passe par un cloud. Oh mince, j'ai bougé, je suis désolé. Du coup, mon texte a débordé, il n'est pas monté. C'est des expériences en fait pour changer un peu des slides texte, qui sont fixes. Donc normalement c'est un peu plus dynamique. Voilà, peut-être que non. Ah oui, voilà. Bien. Donc il y a à peu près 150 montres de sport qui sont déjà prises en charge par ce projet. Donc ça va remplacer l'application propriétaire. Style, moi j'ai une Garmin par exemple qui n'est pas encore prise en charge. Que j'ai du coup désinstallé, mais bon, je ne l'ai pas encore, mais j'espère pouvoir contribuer. Et donc, voilà, si vous n'envoyez pas vos données de santé, de performance, ça peut être très sensible sur un cloud propriétaire. On ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, il vaut mieux les garder pour vous, ces données-là. Et vous trouvez ça sur F-Droid. Donc, ça remplace l'OS ou c'est juste une appli en plus? Ah non, c'est juste une appli pour récupérer les données. L'OS, il a déjà accès du coup à toutes les données sensibles, quoi. Enfin, si c'est Google, dans tous les cas. Ah oui, bah le Android, lui, va peut-être... ah non, attends. Tu veux dire sur la montre? Ouais. Ah oui, ça, il faudrait trouver aussi des firmware, des ROM spéciales. Ça, c'est un autre effort. Il y a des gens qui travaillent dessus aussi. Mais là, c'est côté... vous faites confiance à votre montre, on va dire, et vous récupérez les données qu'elle vous envoie. Donc ça peut être intéressant. Il y en a qui connaissent ça? Ouais, c'est OpenTrax. Moi, je suis parti du principe en fait que chaque fois que je courais, j'avais quand même mon téléphone. Ma montre connectée, mais le téléphone, il n'était pas loin. Donc autant, finalement, je ne regarde pas tant que ça ma fréquence cardiaque. L'important, c'est de prendre plaisir quand on court. Donc, allez, finalement, ça, c'est bien. Ça compte le temps que vous... Ça peut quand même mesurer votre performance. Et donc, voilà, ça peut se connecter. Si vous avez des ceintures Bluetooth, vous pouvez quand même récupérer votre fréquence cardiaque, par exemple. Et d'autres capteurs de température, ou je sais pas. Et puis, c'est fait aussi pour faire des traces. Donc, vous pouvez prendre des photos, etc. Et ensuite publier votre parcours si vous le souhaitez. Et ça marche complètement hors ligne, c'est ça qui est bien, contrairement aux autres applications. Et vous trouvez ça sur F-Droid. Attention, si vous cherchez OpenTrax sur Google Play, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et alors, si vous utilisez OpenTrax, vous pouvez utiliser le dashboard qui s'appelle OSM Dashboard. Alors, ce n'est pas une application qu'on peut utiliser tout seul. Moi, j'avais essayé de l'ouvrir, mais ça ne marche pas, ce truc-là. En fait, c'est une espèce de plugin pour OpenTrax qui vous permet de lancer une visualisation de la carte depuis OpenTrax. Donc il y a un petit bouton carte, une petite icône carte sur OpenTrax. Vous appuyez là-dessus et ça vous affiche votre carte. Et même les endroits où vous êtes un peu reposé, vous avez arrêté de marcher, ou moi c'était ça, arrêté de courir. J'ai fait une petite pause, j'étais fatigué. Donc on voit comme si j'avais pris un café et on voit la vitesse un peu aussi de parcours. Donc il y a quand même pas mal de données, c'est déjà bien. Voilà, si vous voulez éviter de passer par un service sur le web, un cloud pour accéder à vos données, c'est mieux, moi je trouve. C'est complètement offline. Et les cartes peuvent être téléchargées à l'avance aussi. Après, les questions de navigation. Souvenez-vous, je n'ai pas Google Maps, donc je suis bien obligé de me débrouiller autrement. Je l'ai sur mon iOS, je ne sais plus comment je l'ai installé, mais ah ouais, ça marche. Ah, ça a marché. Moi, j'avais pu l'installer, mais il ne marchait pas en tout cas. Ah d'accord, ok. Alors ça, vous reconnaissez? OSM, bien vu, c'est lui. Donc ça, c'est la version OpenStreetMap sur Android. Ça marche bien.
Un peu compliqué à prendre en main au début. Il faut un peu insister. Moi, je l'ai utilisé cet été pour un road trip aux États-Unis. J'ai utilisé pratiquement que ça. J'aurais pu utiliser Waze, mais je n'avais pas envie. Et ça marchait très bien. Vraiment, 99% des besoins, ça marchait. Même pour des sentiers, des choses comme ça, je voyais la carte et c'était super, quoi. C'est génial d'avoir une carte complète disponible hors ligne. C'est fabuleux parce que, en plus, en tant qu'Européen, on n'a pas toujours une bonne couverture réseau là-bas. Et donc ça m'a vraiment sauvé la vie, peut-être même littéralement, parce que je ne me suis pas perdu à certains endroits, dans des parcs nationaux. Au début, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, on a trop de données. Enfin, en tout cas, je me suis retrouvé une fois avec une configuration, il y avait tous les points d'intérêt dans une ville, par exemple. Vous êtes noyé sous des informations, vous voyez à peine l'endroit où vous êtes sur une carte. Donc ça dépend, parce que des fois, après, j'ai essayé sur un autre téléphone, c'était à peu près correct. Et bon, ce qui manque, bien sûr, par rapport à des solutions comme Waze, que vous pouvez utiliser. Waze de Google, vous pouvez l'utiliser de façon anonyme. Ne demande pas d'être connecté, mais ça reste quand même quelque chose de Google. Donc le truc, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas de projet, en tout cas, il n'y a pas facilement des informations de trafic qui seraient collectées à partir des gens qui se déplacent. C'est un problème de savoir, effectivement, est-ce qu'on veut contribuer aux informations sur le trafic? Vous n'avez pas ça, mais au moins, vous prenez le chemin qui fait le plus de sens pour aller à votre destination. Alors, il y a un peu de noms bizarres pour vous clarifier les choses. Sur Google Play, ça s'appelle OSM And. Donc c'est une version que vous pouvez utiliser, donc sans forcément passer par iOS et tout ça, et qui était limitée par contre à 7 téléchargements de cartes. Vous pouvez faire que 7 cartes à la fois. Donc c'est un peu limité. C'est un logiciel libre, mais il est compilé avec ces restrictions-là. L'idée, c'est de vous pousser à prendre la version Map Plus sur Google Play, que vous achetez, c'est $40, à peu près 40 € à vie. Et vous n'avez aucune de ces limites-là, et vous soutenez le projet OpenStreetMap. Ce n'est pas parce que c'est un logiciel libre qu'on ne peut pas demander à certaines personnes de payer, en particulier les utilisateurs d'iOS. Je crois que ceux-là, ils se font des fois un peu facturer pour l'utilisation de certains logiciels libres. Et donc sur F-Droid, ça s'appelle OSM And Tilde. Ça a été recompilé par les gens de F-Droid avec toutes les fonctionnalités. Donc vous avez tout. Si vous avez F-Droid, vous pouvez utiliser celui-là et il n'est pas limité. J'avais une petite question. Ouais. Moi qui suis juste un néophyte, Ouais. on cherche un restaurant, on va mettre le nom du restaurant. Ouais. Moi, dans Westmount, je ne sais pas faire ça. Il faut que je mette vraiment l'adresse précise. Sinon ça marche pas toujours. Oui. Voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué. Il y a une appli, qui s'appelle Acastus, je ne sais plus comment. Ouais. Qui elle, en fait, c'est plus un annuaire. Ah oui, parce que sinon on trouve tout en fait, c'est ça. Quand on fait une recherche, on n'est pas lié sur des. Je crois qu'on peut faire une recherche par type de point d'intérêt. Quoi? Acastus Photon PH. Acastus. Photon. Ok, merci. Et en fait, ça permet de trouver les coordonnées GPS d'une adresse ou d'un lieu et d'ensuite l'ouvrir avec Osman ou D'accord. D'accord. Ok, c'est bien. Ouais, donc c'est pas toujours facile. Ou alors si l'établissement n'est pas renseigné dans la carte aussi. Oui, question? Sans doute, j'espère. Ah, je ne suis pas sûr parce que est-ce qu'Aurora accepte juste à Google Play? Je ne sais pas. Il faudrait voir. C'est le seul GPS qui utilise que le signal GPS en fait, qui ne se connecte pas à Internet. Il n'a pas besoin de se connecter à Internet. Oui, c'est ça, ouais. On télécharge les cartes à l'avance. 10 minutes de carrière quand on l'ouvre, on trouve le signal. C'est le signal GPS, moi je sais que. Oh, ça va aller. Il faut prévoir 10 minutes avant que. Ça m'est arrivé ce genre de bug là, oui, par exemple. Ça fait les éphémérides des satellites GNSS, si tu actives la 5G ou la 4G, tu récupères les éphémérides. Ouais, mais justement, j'ai un smartphone sans carte aussi, sans Internet. Ah, d'accord. En fait, Les éphémérides, les satellites, ils les envoient tous les 15 minutes. Donc, Ah, mais c'est ça alors. Mais effectivement, hier, je me suis retrouvé dans le train pendant 10 minutes, je n'avais pas accès à ma localisation. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? il faut être tout le temps avoir le GPS. Ouais. Ou si tu es connecté en 4G ou en 5G, tu récupères les éphémérides par, je sais
pas qui les héberge concrètement. Mais tu as des éphémérides qui sont locales, ça couvre dans la France ou le sud de la France. D'accord. Donc pour ceux qui écoutent... Exactement où sont positionnés les satellites, qui permet d'accélérer le rendu. Donc on reçoit les éphémérides depuis la 4G, la 5G. Et l'autre solution, c'était? Eh ben, en fait, les satellites émettent leurs Ah, les satellites, oui. Mais c'est tous les quarts d'heure ou 20 minutes. D'accord, donc les satellites émettent les éphémérides toutes 10-15 minutes. Donc on peut se retrouver effectivement sans position pendant un petit moment. Effectivement. Merci. Du coup, c'est le seul GPS qui marche sans Internet ou vous en connaissez d'autres? Oui, un Magic Earth. C'est bien, Mathieu. Alors, voilà, et donc c'est celui-là, Organic Maps, et qui est un peu plus convivial, je trouve qu'il y a un peu moins d'informations qui ne sont pas pertinentes pour la navigation. Alors hier soir, c'était très très beau pour aller au restaurant. C'était une fête des lumières en fait. C'est un peu le défaut en fait de certaines de ces applications. Quand il y a trop de points d'intérêt, ils les affichent quand même. Ça, c'était les restaurants. On ne peut pas trop lui reprocher de les afficher, mais c'était une jolie farandole en fait de l'upiote de Noël. Tellement il y avait de points d'intérêt, et du coup mon point d'intérêt qui était là, j'avais un peu de mal à le voir, mais ça faisait un bel écran. Mais c'est ça le problème, trier les données pour ne pas en avoir trop. Donc ça s'appelle effectivement Organic Maps, et ça je m'en suis rendu compte qu'on m'en a parlé plus récemment, que j'ai utilisé OCMand pendant à peu près 3 mois, et là je commence à me faire la main avec celui-là. Et il marche plutôt bien. Et il est disponible sur F-Droid et sur Google Play. Voilà. Et c'est basé sur les données OpenStreetMap, effectivement. Est-ce que les maps sont offline? Oui. Ouais, j'avais pu les télécharger. Là, au début, tu télécharges les cartes de la région. Ouais. Là, c'est important. Ouais. Il n'a même pas une carte de base. Ou très légère. Ouais. Question? Ouais. Et après, on télécharge sa région. Une autre question? Est-ce que tu utilises la navigation à la voix et quelle solution tu utilises avec Organic Map? Parce que je ne peux pas encore trouver quelque chose de C'est lui qui... En reconnaissance vocale ou en écoute? Ah ben il me parle. Il me donne des instructions, effectivement. Il me guide par la voix, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Comme dans OCMand, ça marche en fait, il parle. Ouais. De rien. Alors celui-là, est-ce qu'il y en a qui connaissent? C'est libre? C'est l'IGN, ouais, c'est ça. Alors là, on voit le malheureux glacier des Bossons à Chamonix, qui... on voit qu'à gauche, on voit que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Il descendait assez bas et là maintenant, il est beaucoup plus haut, malheureusement. Donc c'est les cartes IGN pour nous qui sommes en France. C'est une application qui est en GPLv3. Je crois que les données sont... Il me semble avoir compris que les données sont aussi libres et ouvertes. Par contre, ça dépend des serveurs de l'IGN. Donc c'est pas complètement libre, mais c'est quand même intéressant. Il y a plein d'infos de toutes sortes, d'infos géographiques de toutes sortes, et c'est quand même une application libre. Et française. Et française, ouais. Si vous sortez du territoire, il n'y a plus grand-chose. Effectivement. Pour une conférence sur l'IGN numérique. L'IGN numérique. Bonne remarque, l'IGN numérique. Merci. Est-ce qu'il y en a qui connaissent celle-là? Street Complete, ouais. C'est excellent. Vous baladez dans une ville. En fait, ça vous affiche la carte OpenStreetMap et il va vous poser des questions sur votre environnement, sur à tel endroit, est-ce qu'il y a une surface tactile à l'entrée du passage piéton, par exemple? Quels sont les horaires d'ouverture de ce commerce? Donc régulièrement, il vous pose des questions sur les données qui sont sur la carte, et c'est assez ludique. Moi, il y a ma fille qui aime bien jouer avec ça aussi. De temps en temps, on se fait une petite balade quand vous êtes dans une nouvelle ville, vous pouvez vous balader et alimenter mettre à jour en tout cas OpenStreetMap. Et si vous trouvez des incohérences avec la carte, vous pouvez mettre une note que vous allez corriger dans une autre application ou plus tard. Ou il y a d'autres personnes qui vous les corrigent les notes, c'est génial. Donc ça, c'est ludique et c'est une façon de commencer à contribuer à OpenStreetMap de façon sympathique. Bon, ça reste les applications de navigation, ça reste quelque chose d'imparfait. Des fois, la navigation a du mal à démarrer, peut-être parce que pourtant la position est trouvée, et ça met quelques minutes avant de vraiment commencer. Je ne comprends pas pourquoi, bon, c'est un bug. Et après, la grosse difficulté, ce qui n'est pas très facile, c'est de naviguer dans les transports en commun. Oui. Ouais, moi,
avant Ouais. qu'on passe à autre chose. Oui, bien sûr. Moi, souvent, quand j'utilise un outil de navigation, je commence par SatStat, qui est un petit logiciel. Ouais, ok. Qui est sur SatStat, qui est sur Android aussi. D'accord. Qui, lui, ne va donner que la position des satellites et savoir s'il a ses coordonnées GPS. Ah, d'accord. Et tant que j'ai pas ça, C'est pas la peine de partir. c'est que j'ai pas c'est que je suis en intérieur. Ah, c'est bien. C'est que je suis à un endroit où c'est pas la peine que je demande à Organic Map de me trouver où que ce soit. Donc, ouais. Pour les gens qui nous écoutent, SatStat, c'est un outil sur Android qui vous permet de vérifier que vous avez bien acquis une position GPS avant de commencer à essayer de naviguer. Effectivement. Et une autre question que je... Ouais. Tu peux épeler s'il te plaît? SAT, Stat. Ah, Stat. SatStat, pardon. Il y en a une autre libre qui s'appelle GPS Test. GPS Test. Qui donne la liste. Voilà. Et après, ce qui n'est pas très facile, c'est un truc que Google Maps malheureusement fait très bien, c'est vous guider en ville à travers les transports en commun. Moi, j'ai été à Vienne en septembre. Il m'a quand même donné des conseils pour aller à un endroit, une adresse, prendre tel tram, donc ça marchait pas trop. Ça marchait quand même s'il n'a pas les informations de trafic. Mais j'ai pas beaucoup creusé, mais j'ai eu un problème, c'était rigolo parce que j'étais à l'endroit où je devais prendre le tram, j'étais vraiment là, et rien, enfin sur la carte il était, mais pas sur la surface. Et en fait, c'était en souterrain. Le tram passait sous la terre. C'était rigolo. Donc, il ne m'a pas dit, attention, il faut descendre quelque part pour rentrer là. Alors, comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans une ville inconnue pour vous guider à travers les transports en commun? Sans utiliser l'application de la ville qui est en général... Rosemont, ouais, vous, Rosemont? Ouais, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des... Je me renseigne en amont via le site du réseau de transport. Oui, oui, voilà, oui, ça oui. Ça, c'est encore mieux. La carte papier. Oui, la carte papier. Transport TRR, enfin transport avec un R à la fin, ça fait tous les trucs de transport en commun, mais ça marche. Transport, ça s'appelle? Ouais, avec un R à la fin. Sans santé, en fait, c'est ça? Ouais, voilà. Enfin, non, il y a la carte et il y a le R à la fin. Et en fait, ça, par contre, c'est zoné. Donc, dans un sens, c'est multimodal. Donc, on peut par exemple dire, je vais aller à Lyon, je vais à Montpellier. Il va aller faire le chemin en prenant les transports de Montpellier, puis après prendre le TGV, puis après. Ah oui, bien. Mais c'est zoné, il y a une limite. Donc, comme ça, on ne peut pas faire toute la France, par exemple. Mais dans d'autres pays européens, ça fait tout le pays. Donc, Ah, d'accord, d'accord. Transport. Ok. Bien. Je reviens sur l'histoire Oui. Organic Maps. Tu es sur une bande délimitée ou sur un Android classique pour Organic Maps? Le guidage vocal. Là, c'était dégooglisé, oui. Ok. Parce que... Donc, c'est pas une super voie, mais c'est ce qu'on a sur OpenStreetMap. C'est une voie un peu métallique. T'es sur quel OS? Sur iOS, sur Fairphone, ouais, iOS de Murena. Ça marche, merci. Donc, ça marche. Oui. Question? Moi, j'ai un complément. Oui. Dans le pire des cas, ça m'est déjà arrivé, on ne trouve pas. Et pour ne pas aller directement sur le site de Google Maps, Ouais. il y a une appli qui s'appelle GMapW sur la souris. Qui permet de retrouver par exemple juste avec ce qu'il y a sur Google Maps. Mais bon, c'est Ah, ok. Ouais, d'accord. Tu ne trouves pas. Directement avec une API. Ah, c'est bien. Ouais, parce que Google Maps dans le navigateur, parce que j'étais un peu... Ça m'est arrivé d'être coincé, ça marche vraiment pas. Dès qu'on bouge, on perd la page, il faut recommencer, c'est une catastrophe. Mais il y a un micro-jeu normalement pour faire tout. Oui, normalement. Mais en tout cas, dans mon cas, du coup, j'ai cru que c'était général. Maps ne fonctionne pas sur mon téléphone. Après, attention, le projet, c'est pas un accès complet. Ouais. C'est des restrictions. C'est des API publiques, c'est ça? C'est des niveaux de permission selon l'OS qu'on a. Je sais que sur GraphNOS, il y a plus de permissions au niveau des accès aux services player. Et sur MicroG, il y a des autorisations en fait, au niveau des API qui sont plus poussées, où malgré l'usurpation de l'identifiant Google, on ne peut pas avoir accès à tout. Ah oui. Toujours bien se renseigner. Pour complément, pour les API, si elles fonctionnent sur votre projet, il y a un Nexus développé par la communauté Techlore. Et c'est bien d'aller jeter un œil. Et si petit voyant à l'inverse, c'est tellement plus par vous. Comment ça s'appelle? Plexus. Plexus, d'accord. Et c'est sur le site de Techlore, je crois qu'il le liste, techlore.com. Ok. Merci, ça va me permettre de compléter ma présentation. C'est sympa. D'accord. Juste un petit retour Oui. sur OSM. Oui. Comme GPS pour la voiture.
disant assurez-vous que toutes vos cartes sont à jour. Ah, d'accord. Parce que, par exemple, je prends un exemple, une fois je voulais aller à Strasbourg, Ouais. j'étais incapable de faire le trajet, il me disait qu'il n'y avait pas de trajet. Ah oui, c'est ça. Jusqu'à Rodez, puis après ça, de Rodez jusqu'à... Parce que les cartes d'Occitanie étaient à jour, mais tout le reste n'était pas à jour. Ou était pas chargé, ou... Ouais. Ça m'est déjà arrivé de chercher un truc et je le trouve pas, c'est bizarre. Et en fait, il me manquait la carte. Ouais, ouais. Bon retour, merci. Alors pour côté communication, on a encore quelques sujets à faire. Il y a un truc, j'ai essayé de remplacer l'application téléphone standard par quelque chose de plus, enfin qui ne soit pas juste géré par Google, que c'est un peu plus communautaire. Donc, ça s'appelle Fossify Phone. Il y a quelques réglages en plus. En particulier, par exemple, vous pouvez demander une confirmation avant de faire un appel. Parce que moi, des fois, j'appuie sur une touche et hop, ça appelle, enfin, je regarde un contact et plof, ça appelle la personne. Zut. Là, au moins, ça va vous demander de retaper sur l'écran avant de lancer l'appel. Des petits trucs comme ça. Mais après, ce n'est pas un truc qui casse des barres. C'est pas extraordinairement différent du téléphone par défaut dans Android. J'ai aussi trouvé Yet Another Call Blocker. C'est un truc qui est censé intercepter les... Enfin, c'est quelque chose que vous pouvez définir dans Android comme l'application qui va gérer les identifiants des appelants et le spam. Donc ce machin est appelé et il peut en théorie vous avertir que vous avez un spammer qui essaie de vous appeler. Il y a une base de données derrière qui est d'une source un peu floue. Et donc pour le moment, heureusement moi pas trop de gens qui m'appellent. Et donc j'ai eu un appel indésirable il y a 2 jours et il ne m'a pas vraiment prévenu, donc j'ai quand même décroché. Et je suis tombé sur effectivement une sollicitation que je ne voulais pas. Et par contre, je l'ai réglé pour qu'il me bloque ces numéros indésirables. Mais il aurait pu me dire, voilà, c'est indésirable, tu as été signalé comme indésirable par d'autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je n'ai pas vu cette information, donc je suis encore en train d'essayer. L'idée pour moi, c'était de remplacer une application propriétaire que j'utilisais qui s'appelle Orange Phone, qui avait cette espèce de ces données crowdfundées, enfin crowdsourcées, les gens dans le téléphone pouvaient dire ça c'était un appel indésirable ou pas, et ça construit le truc. Oui. En fait, tu peux voter. Oui, c'est ça. Avec ça, tu peux voter. Ouais. C'est comme ça qu'après voilà. Les numéros vont être communautaires. Exactement. Donc le téléphone qui m'a appelé, il était quand même mis déclaré comme non désirable. Et par contre, si on regarde leur site, apparemment c'est un dépôt sur GitLab qui reçoit ces informations-là. Et après, effectivement, on peut cliquer sur... on peut leur signaler. Mais je ne sais pas comment ça marche, parce que d'après le dépôt, c'était quand même... La dernière mise à jour était il y a 3 ans. Alors, ça reste à clarifier. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, ça va devenir une obligation pour les fournisseurs d'accès d'alerter en disant que ça peut être un... D'accord, un indésirable. Enfin, Free le fait en tous les cas, parce que je suis surpris. Et systématiquement, les appels sont indiqués soupçon d'indésirable. Ça marche bien. D'accord. Là, effectivement, la question, c'est d'où viennent ces données, qui les agrège. Par contre, j'ai essayé aussi une autre application qui est assez populaire, donc qu'on m'a suggéré, Quick SMS, merci, qui est une gestionnaire de messages, qui a rien d'extraordinaire non plus, mais qui est plus agréable à utiliser. Il y a une couleur différente pour chaque conversation, etc. Enfin, c'est plaisant, on va dire. C'est sécurisé? Oui, normalement. Enfin, c'est open source, c'est libre, et j'espère que les gens ont bien vérifié. Oui. Ça supporte que les SMS ou aussi RCS? Les quoi? RCS. Ah oui, les trucs, ouais, je sais pas. Ça, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Alors ça, c'est, si vous reconnaissez, Signal, voilà. Alors, ce que j'aime bien avec Signal, alors, Signal n'est pas forcément parfait, mais normalement, le client et le serveur sont libres, avec vraiment une grosse... attention au respect de la vie privée. Et un truc donc vous pouvez tout faire ce que vous faites avec WhatsApp et demander à vos contacts, votre famille par exemple, sur lesquels vous avez un peu d'influence, de communiquer avec vous avec cette application plutôt que d'utiliser les affrosités de Meta. Et une fonctionnalité sympa, quand vous voulez laisser des informations de contact à quelqu'un, vous pouvez maintenant leur donner un QR code. Voilà. Ils le scannent, vous êtes en contact, mais vous n'avez pas besoin de leur donner votre numéro de téléphone. Et après, vous pouvez bloquer la personne si vous ne voulez plus communiquer avec elle. J'utilise moi avec un collègue et c'est vachement... Ah, c'est bien. Donc sur le site de RouteCommit, il y a juste un code barre et puis voilà, on peut m'appeler comme ça.
avec. Ouais. C'est un clone avec essentiellement des choses en moins. Clone de Signal. Ouais. Ah ok, super. Parce que Signal n'est pas sur F-Droid et Oui. du coup je sais pas si Molly y est. Faudra voir. Ok, merci. Molly, clone de Signal. Bien. Oui. Une version qui est. Comment ça s'appelle? L'ingé, c'est Signal à l'envers. Ah ok, d'accord. Ça marche. Ok. Je regarderai. Ok, merci. Une application encore plus sécurisée, il y a Jami. Jami. J-A-M-I, qui est sur Android. D'accord. Normalement, c'est encore mieux en termes de sécurité que Signal. D'accord. C'est pas le plus utilisé, mais si vous voulez communiquer qu'avec deux personnes, voilà, c'est ça. Vous êtes sûr de vouloir. Voilà, pour un petit groupe, ça peut être bien. Signal, c'est un peu plus grand public. On a une chance de trouver des gens. Il y a l'Inphone aussi. L'Inphone, ouais. Il fait du chat et il travaille sur la cryptographie post-quantique. Oh, d'accord. Déjà prêt pour crypto post-quantique, d'accord. J'ai une question. Signal, on peut héberger son propre serveur du coup? Apparemment. Alors, je l'ai plus. Pour moi, c'est un cours de test. Parce que Ouais. je suis pas encore. Mais apparemment, ouais. Ça n'a pas l'air trop. Ouais. D'accord, apparemment c'est possible. Je vais aller assez vite pour finir les différents trucs que je vais vous montrer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Après, on gardera un peu de temps pour discuter. Can of Mail, pour remplacer K9, comme les chiens, K9. Pour le mail, c'est super, ça marche vraiment bien. Faire email. Faire email. Et donc, effectivement, c'est en train de fusionner avec Thunderbird. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que Can of Mail évidemment n'est plus maintenu depuis quelques années. Ça fait 2 ans. Ah bon? Bah si, c'est sous le chapeau de Thunderbird. Thunderbird récemment, mais Can of Mail il avait toujours été maintenu. Oui, il est encore maintenu normalement. Le projet et c'est Thunderbird. Ouais. Donc Mail, c'est libre. Il y a, autrement, je voulais mentionner Element que j'ai utilisé pour accéder à des serveurs Matrix. Ça marche bien. Des serveurs Matrix, au lieu de passer depuis votre téléphone, ça marche bien, c'est fiable. Qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Pour la gestion du temps, moi j'avais des calendriers que j'utilisais sur Thunderbird, des calendriers WebDAV, ouais c'est ça, ou iCal, enfin bon, j'ai un hébergeur qui me fournit des calendriers. Pour les agréger, j'ai utilisé ICSX5, parce que c'est via iCal en tout cas. Et donc dans le calendrier d'Android, stock, la version officielle, j'ai récupéré mes calendriers comme ça. Donc c'est une application particulière qui synchronise, qui va récupérer vos données de calendrier, et après avec le calendrier normal, vous voyez vos calendriers. C'est pas une application, j'ai pas trouvé d'application qui, comme Thunderbird sur PC, qui agrège vos calendriers. Après. Et donc ça marche aussi en webcam. Davix5, mais c'est juste un truc qui récupère, non? Il affiche pas? Non, il affiche pas. Ouais, c'est la même idée en fait. L'idée, c'est de récupérer le calendrier et après, dans le calendrier officiel normal de l'application, vous voyez vos calendriers. Quoi? Un ITAR? ETAR? D'accord. C'est celle qui est par défaut sur iOS d'ailleurs. Ah, c'est bien. Ah, c'est possible. C'est possible que j'utilise ETAR sans le savoir. D'accord. Et après, j'ai presque fini. Alors, après, c'est pour la navigation. Rapidement, ça c'est Firefox. C'est beaucoup mieux que Chrome, qui est un logiciel open source, mais qui ne bloque pas, par exemple, les cookies tiers. Donc il y a Benjamin Bellaby qui va en parler. Il a fait d'ailleurs un post, enfin il en a parlé de la radio libre à vous de l'April. Il y a quand même dans Firefox des petits morceaux propriétaires de télémétrie qu'on peut désactiver. Donc il y a le réglage que je vous montre ici, qui s'appelle Data Collection. Autrement, vous avez Firefox Focus. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je me dépêche un peu. C'est donc la même chose que Firefox, mais en navigation privée tout le temps, avec des réglages supplémentaires pour la vie privée, on va dire, et toujours cette télémétrie qu'il faut désactiver vous-même, parce que par défaut, Firefox va vous dire c'est pour améliorer votre expérience, nous gardons des traces de ce que vous faites. Mais c'est quand même mieux de donner ces informations-là à Mozilla qu'à Google quand même. Donc, il y a une organisation non-profit, à but non lucratif d'un côté, et d'un autre côté, il y a Google. Donc, mais bon, c'est vrai que
Et c'est pour ça, à cause de cette télémétrie, vous avez Fennec qui est disponible dans F-Droid. Donc c'est Firefox sans la télémétrie, en gros, pour simplifier. Comme Firefox Focus alors. Ouais, voilà. Non, Firefox Focus, lui, il faut le désactiver, la télémétrie. Et après, vous avez Mule. C'est un peu, pour moi, c'est la même chose que Fennec, mais avec plus de... Il y a des réglages différents, plus agressifs. C'est un peu comme le Focus, Firefox Focus pour Firefox. Là, Mule, c'est... Mule, je crois que ça veut dire poubelle en allemand. Ou moule. Je pense que ça met à la poubelle toutes les données de connexion une fois que vous êtes parti. Donc c'est un peu l'équivalent de Focus, mais pour Fennec. Et après, pour le multimédia, là je suis en retard, vous avez VLC bien sûr. Très bien. Là, je me suis amusé à faire une petite animation pour vous montrer. Ça pas mal. NewPipe, alors ça NewPipe c'est très important. Vous accédez à YouTube sans être connecté par Google, chez Google. Ça, je voulais faire. Vous pouvez même lancer la vidéo dans ce truc-là, normalement. J'y arrive. Il marche sous Linux aussi, là. Ah, c'est vrai? Encore. Ah, ça change la vie, ça. Comme ça, on n'a pas besoin de se connecter à YouTube en navigation privée. Ah, super. NewPipe existe sur le desktop Linux. Pardon? Ils n'ont pas quoi? Sinon, ils n'ont pas intégré. C'est un truc libre aussi qui passe les sponsors quand les gens ils parlent de leurs sponsors dans les vidéos. Ah, oh, d'accord. Le meilleur, c'est Revance. Sponsor block. Revance, c'est la meilleure appli qui existe. Comment ça s'appelle? Revance, R-E-V-A-N-C. Ok, je regarderai ça. Merci. Mince. Hop. Ah mince, je suis encore dans la vidéo. J'ai essayé d'inclure une vidéo, mais hop. Après, vous avez AntennaPod pour vos podcasts. Très bien, dépêche. Vous avez Radio Droid pour écouter les radios en ligne. Donc, j'ai remplacé l'appli Radio France, par exemple, par ça. Très bien. Et après, vous avez un autre truc, par exemple, qui vous permet de gérer votre batterie. Vous envoie des alertes quand vous descendez en dessous de 20%, enfin d'un seuil que vous définissez, et quand vous dépassez, mettons 80%, pour vous dire vous avez assez chargé votre téléphone, sinon vous allez monter trop et ça va user votre batterie plus vite. Donc malheureusement, j'aimerais bien qu'il sonne, moi, parce que je ne suis pas toujours à côté de mon téléphone. Il ne m'envoie que des notifications que je vois après. Donc là, ça sera à régler. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vite. Au niveau de l'apprentissage, j'utilise Anki, j'adore ça, c'est des flash, des cartes mémoire. Super pratique pour apprendre plein de choses. Donc j'ai fait une présentation là-dessus. Je vous donnerai le lien pour la présentation. Et puis aussi un dictionnaire en ligne. J'ai cherché un dictionnaire hors ligne plutôt, basé sur Wiktionary. C'est pas encore génial. Je me suis rendu compte qu'en fait j'utilisais des applications qui reformataient les données de Wiktionary, mais je me suis rendu compte que c'était pas libre malheureusement. Donc voilà, il y a ça. Il faudrait l'améliorer. Et pour finir, cette expérience m'a permis de changer pas mal de choses et je finirai là-dessus. J'utilise un gestionnaire de mots de passe, j'utilise différents launchers. J'ai remplacé Spotify par AntennaPod pour les podcasts. J'ai remplacé une application propriétaire qui s'appelait ZooMail par mon fournisseur d'hébergement pour mon domaine perso par K9 Mail et ICS X5. La navigation maintenant, je suis tout sur des applications basées sur OpenStreetMap. L'appli Radio France, je l'ai remplacée par Radio Droid. Pareil pour le téléphone, c'était Orange, c'était pratique, mais finalement j'ai trouvé une autre solution. J'ai plus Garmin Connect pour ma montre, je l'ai enlevé, même si je n'ai pas l'équivalent pour le moment. Et puis je peux mieux gérer ma batterie. Et il manque encore des trucs, il faudra regarder, mais j'en ai déjà un peu parlé. Et donc voilà, je remercie les gens qui m'ont donné des infos. Et je vous remercie vous aussi d'avoir complété ces informations, d'avoir partagé votre expérience. Et vous pouvez trouver ces présentations à cette adresse-là. Voilà, merci.